quelque chose de beau. Donc, Jules Desgouttes. Bonjour, bonsoir, tout ce que tu veux. Donc en fait, cette vidéo en fait, est enregistrée au Kinétoscope, à la Friche-Lamartine, à Lyon, dans le 3e. Elle s'inscrit dans une suite d'entretiens des différents acteurs en fait, de la Friche-Lamartine sur la question du relogement. Donc c'est important qu'on dise que tout ce qui sera dit pendant cet entretien qui se fait dans les conditions du direct, donc sans montage, sans coupure, que ces propos en fait n'appartiennent qu'à toi et n'engagent pas la parole du collectif Lamartine. Voilà, donc qui es-tu ? Donc Jules Desgouttes, je suis actuellement coordinateur de Art Factories autre part, qui est une plateforme de réflexion et un centre de ressources sur les lieux intermédiaires, les friches culturelles, les lieux de fabrique, enfin ces lieux dont Lamartine fait partie, qui articulent autrement art, territoire et population. Je suis aussi un membre fondateur du collectif Abiabo, qui est partie prenante de l'histoire de la friche Lamartine et avant même de l'histoire de la friche RVI, on en parlera, qui est à l'origine de cette histoire, en tout cas lyonnaise, qui se continue aujourd'hui et qui va continuer dans l'avenir, dans les prochains lieux que Lamartine va investir. Et j'ai été, à titre personnel, du coup, moi-même, parmi les fondateurs de la friche Lamartine et très impliqué dans, la mise en place, la mise en œuvre, la pensée de l'organisation de cet espace et de la communauté qui s'y tient. Et la façon dont on peut nouer ce double rapport entre des corps et un espace à travers des pratiques artistiques, des pratiques d'occupation, un rapport à l'ouvrage, un rapport à l'espace. Donc, cette question-là. Ok, donc si tu permets, on pourrait, vu que tu en connais l'historique, nous parler en fait de la friche Lamartine, d'où ça vient. Tu peux évoquer la friche RVI, et après peut-être de partir sur justement ton implication sur Art Factory autre part, qui a un peu eu aussi une prolongation certainement de ton action là-dessus. Tout à fait. Okay. Oui. Donc comment ça a démarré ? Alors, comment ça a démarré ? La friche Lamartine, ça démarre au moment un peu catastrophique du relogement de la friche RVI. Et la friche RVI, ça finit avec un incendie, dans un contexte compliqué où le lieu doit être libéré, parce qu'il y a un gros projet immobilier sur le site, où des promesses ont été faites aux artistes qui l'occupent. Il y a à peu près 400 personnes sur le site à ce moment-là. Et en même temps, ces promesses n'ont pas de perspective claire d'être tenues. Et le conflit qui s'est ouvert avec la ville et le Grand Lyon, à l'époque on n'est pas encore une métropole, mais c'est déjà un interlocuteur essentiel sur les questions du foncier, a tourné au vinaigre et on est en procès avec eux. En fait, voilà. Ce contexte-là, à grands traits, c'est celui de l'ouverture de la friche Lamartine. C'est quelque chose que la ville peut donner à cet ensemble assoiffé que sont ces 400 artistes qui sont chassés de la friche RVI pour ronger leur soif. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Il y a moins de 3000 m² disponibles ici, en surface occupable. Il y en avait 35 000 à la friche RVI. Il est évident qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. La ville continue à ce moment-là à dire qu'il y aura d'autres lieux, mais dans le fond, tout le monde sait qu'en fait, il n'y en aura pas d'autres. Et il y a une injonction aussi paradoxale qui vient de la puissance publique et de dire, en quelque sorte, faites le tri parmi vous. Trier le bon grain de livret, trier ceux qui squattent de ceux qui font vraiment de l'art, en gros. C'est ça. C'est en fait une injonction qui n'est pas directement formulée. La ville a dit, on va faire le tri. Et en fait, évidemment, elle ne le fait pas d'elle-même, mais elle demande aux acteurs, parce qu'elle n'est pas capable de le faire, parce qu'elle ne pourrait pas assumer. Sur quels critères on pourrait faire ce genre de choix ? C'est évidemment
impossible de dire comme ça, si on savait faire ce genre de choses. Objectivement, voilà les traits caractéristiques d'un artiste. Je sais dire ce que c'est, et moi j'assume en tant que puissance publique de dire que lui, il en est un et pas lui. Évidemment, ils ne vont pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, ce serait ridicule. Ce serait se vouer au ridicule soi-même. Donc ils ne le font pas, donc ils disent qu'ils vont le faire, puis en fait ils demandent aux acteurs de le faire d'eux-mêmes. Et c'est la logique du morceau de viande fraîche qu'on jette au milieu de la meute de chiens enragés, quoi. La friche Hervéy, elle a été, au début c'était donc un espace, donc c'était de 35 000 m², tu l'as dit. Au début, est-ce qu'il y a une convention qui est avec la mairie? Comment on rentre? Oui. Comment elle se crée? Alors, ça c'est vrai. Donc, premier grand départ, c'est le départ de Hervéy elle-même. C'est cette grande expérience qui est très importante à Lyon, qui arrive donc au début des années 2000 et qui se fait à un moment très particulier. C'est l'arrivée du PS au pouvoir à Lyon, ce qui est historique à ce moment-là, parce que c'est une ville de droite, de grande tradition. Et c'est Collomb, c'est l'arrivée de Gérard Collomb au pouvoir de la ville de Lyon. Mais il le fait sur la base d'une gauche plurielle. C'est les derniers moments de la gauche plurielle, d'ailleurs, en France. Jospin, tout ça. Et donc ça veut dire une alliance assez large des gauches. Collomb qui est PS, mais déjà, on sait bien, déjà à l'époque, en fait, au PS, il représente une aile centro-libérale qui donnera les beaux jours de qui on sait maintenant, qui l'amènera jusqu'à son poste de premier flic de France. Mais déjà à cette époque, on le sait de quelle nature cette gauche-là est. Mais pour arriver au pouvoir à Lyon, il lui a fallu faire une alliance large avec toutes les gauches. Et donc avec notamment les écologistes et des ailes du Parti socialiste qui sont plus attachées à la tradition socialiste, à travers l'action syndicale, à travers les politiques culturelles. Donc ces choses-là font qu'au tout début du mandat de Collomb, il y a au sein de sa majorité des acteurs qui sont à l'écoute de ce type de pratique. Et ça va se traduire par, pour la friche Hervéy, une possibilité, une petite fenêtre de tir une possibilité d'existence, une possibilité de reconnaissance, de dialogue avec la puissance publique. Donc la friche Hervéy elle-même, elle commence suite à un festival qui est organisé par Actes Publics, un festival art de rue, disons, art dans l'espace public en tout cas, qui se tient dans le ténement Hervéy, 70 000 m², qui viennent d'être libérés par Renault Véhicules Industriels. C'était l'usine mère des véhicules Renault, là où tous les grands camions Renault ont été fabriqués au siècle passé. Et ils sont partis, ils ont laissé ça pour un euro symbolique à la ville et à la métropole. À la métropole, en fait, c'est un site extrêmement pollué, inoccupable, ça va coûter des millions d'argent public. C'est un cadeau empoisonné, évidemment, que fait Renault Véhicules Industriels à la ville de Lyon. Mais le site est vide et donc il est investi temporairement pour cet événement, art de rue, art public. Et les artistes qui se retrouvent dans ce bâtiment se disent « mais en fait, c'est fabuleux, on reste ». Ça, c'est comme ça que ça commence. Il y a une poignée d'artistes qui, à la fin de ce festival, disent « on s'en va pas, là on reste, là on est au paradis ». En fait. Donc du coup, cette aventure-là de la friche Hervéy dure approximativement 8 ans? Ouais, 8-10 ans. Ouais. 8-10 ans. Ouais. On passe sur ce qui s'y est passé, tout ça, parce que c'est pas notre sujet. Oui, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est important de noter deux choses. Ça commence par une occupation illégale et très très vite, il y a une proposition de la ville de Lyon de normaliser cette occupation qui est portée par, c'est aussi important, l'élu à la culture et l'élu écolo. Dans une intelligence qui est typique de type d'intelligence politique dont ce genre de lieu a besoin. Des enjeux qui relèvent de la culture et des enjeux qui relèvent d'un rapport à l'environnement, d'une pensée des écosystèmes, des logiques de milieu qu'on rencontre beaucoup plus facilement dans l'espace politique de l'écologie
qu'ailleurs en politique. Et cette fenêtre-là, elle va durer 1 an parce que Gérard Collomb va y mettre bon ordre et va virer les 2 personnes en question pour mettre des hommes à lui à sa place. Et à partir de là, les relations avec la puissance publique de la Friche RVI vont se dégrader, et ça va se dégrader continuellement tout au long de l'expérience, qui va être refermée du coup sur elle-même par la puissance publique parce qu'elle ne veut plus n'avoir affaire avec ça, mis sous éprouvette, et ça va finir par tourner vinaigre, et on a cet incendie dont l'origine n'est pas connue, mais qui tombe juste après que le procès fait à la Friche par le Grand Lion est échoué, que le juge ait reconduit la convention d'occupation des occupants, et 1 semaine avant que le permis de démolir apparaisse sur le site. Donc un incendie qui tombe à point nommé, un dimanche, à 3h du matin, et à la suite duquel, arrêté de mise en péril, le bâtiment est expulsé. C'est ça. Donc du coup, en fait, pour résumer, il y a cette exploitation, tant bien que mal. Il y a une injonction à partir avec une proposition d'une surface de 3000 m² comme est la Friche Lamartine, alors qu'au départ, la surface est de 35 000 m². Il y a des procès qui sont intentés envers les collectifs qui occupent la Friche RVI, qui n'atteignent pas son but légal. Il y a un incendie, et donc il y a relogement en catastrophe pour la plupart dans la Friche Lamartine, et c'est le point de démarrage de la Friche Lamartine. C'est ça. Et du coup, ce démarrage, ça se fait avec 7 conventions d'occupation différentes qui recouvrent 6 collectifs d'espace, plus un collectif chapeau qui fait la régie du lieu, disons. C'est la naissance de l'association Lamartine. Et ces 6 collectifs d'espace sont issus de RVI et sont liés aux demandes de relogement qui ont été faites à la ville de Lyon en amont et à la satisfaction desquelles la ville de Lyon s'était engagée. Il y a d'ailleurs d'autres demandes qui ont été faites et qui ne se retrouveront pas du tout d'emblée à Lamartine, qui ne voudront pas y aller, qui préféreront partir ailleurs ou renoncer à occuper un espace. Mais les 6 collectifs d'espace qui arrivent à Lamartine vont se retrouver dans une situation difficile de concurrence. Leurs projets sont pas les mêmes et leurs besoins en espace sont largement supérieurs à la disponibilité du lieu. Et donc la situation au départ de l'association Lamartine est très conflictuelle. À ça, il faut rajouter que la ville de Lyon joue aussi sa carte là-dedans. Elle veut bien reloger, mais sous condition, et elle veut s'assurer d'une part qu'elle n'aura pas les problèmes qu'elle a eu RVI, c'est-à-dire que les éléments de revendication politique ou de contestation de la propriété privée, ou etc., soient évacués de l'expérience et qu'on reste sur quelque chose de beaucoup plus artiste. Et ça, c'est la partie qu'évidemment elle va jouer en appuyant notamment les acteurs dans ces collectifs d'espace qui sont pour elle emblématiques de ce type de profil. Voilà, donc le profil artiste, subventionné, reconnu, rassurant pour la ville de Lyon, vont être favorisés, c'est ceux avec qui on va parler, c'est ceux à qui on va donner les meilleurs morceaux a priori. En tout cas, on va attacher dans ce sens-là. Et ça va contribuer à animer les antagonismes au sein du lieu, bien sûr. Ces antagonismes qui vont donc être en même temps des antagonismes politiques, et puis qui sont aussi liés à des situations sociales, qui vont reproduire des conflictualités qui sont celles de la vie de tous les jours, entre des niveaux de vie, des niveaux d'éducation, toutes ces inégalités sociales qui se retrouvent immédiatement mises en jeu à l'entrée dans le lieu. Est-ce que, par exemple, le label, l'intitulé Friche, est-ce qu'il existe, est-ce que c'est quelque chose qui est normalisé? Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé d'une réflexion commune en fait des gens qui occupaient ces lieux-là? Est-ce que, par exemple, pour reprendre ma question, est-ce qu'en 2002, 2003, 2001, quand RVI en fait se monte, est-ce que l'intitulé Friche existe déjà? Oui, alors on parle de Friche, c'est pas un label. On parle de Friche depuis un moment, je dirais depuis les années 90.
en France. Peut-être même un peu avant, il y a eu le comptoir moderne, il y a eu la Belle de Mai, il y a eu Main d'œuvre. Ce sont des initiatives qui commencent avant, avec les Halles de Schaerbeek à Bruxelles ou avec la UFA Fabrique à Berlin, qui sont liées aussi au mouvement de la contre-culture héritière des années 70, quoi. Mais il s'agit plus d'un objet urbain, hein, c'est-à-dire lié au mouvement de désindustrialisation des villes dans les années 80. C'est les friches industrielles. Et une des façons dont elles peuvent muter à travers l'occupation d'artistes, à travers ce genre de reconversion, donne naissance à l'idée de friche culturelle. Dans les années 2000, ce qu'on a à ce moment-là, c'est pas un label, mais c'est une reconnaissance par l'État de ces lieux à travers la nomination Nouveau Territoire de l'Art. C'est l'époque des Nouveaux Territoires de l'Art. C'est la suite du rapport L'Extrait qui a été publié en 2001 et qui avait été commandité par cette gauche plurielle à travers le secrétariat à la ville du Four, qui a fait cette commande au groupe de réflexion Autre part, ancêtre du réseau que je coordonne aujourd'hui, et notamment à Fabrice L'Extrait, qui est à ce moment-là administrateur de la friche Belle de Mai à Marseille. Et ce rapport va, disons, dresser le portrait d'une dizaine, quinzaine de lieux, et à partir de là, le ministère va penser une ligne interministérielle qui va être confiée à l'Institut des villes, autour de ces nouveaux territoires de l'art. Et on va se poser la question de la labellisation. Et le groupe de réflexion en question, qui est à ce moment-là l'interlocuteur et le représentant de ces pratiques, qui ne sont pas encore très nombreuses sur le territoire national. On est au début de ces histoires. Va refuser la labellisation. C'est un débat qui est très important, et c'est d'ailleurs aussi une ligne de séparation avec une autre pratique qui est au même moment émergente, ce qui sont les arts de la rue, en fait. Les arts de la rue vont faire un choix diamétralement opposé. Les arts de la rue vont faire le choix de la labellisation et de la logique de filière et de la professionnalisation. Ça va aboutir à la création des CNAR, des Centres Nationaux des Arts de la Rue, CNAREP aujourd'hui, Arts de la Rue et Espace Public. Une logique de filière, la mise en place d'écoles, de diplômes, de centres labellisés, de cahiers des charges, tout l'appareil de l'institution publique culturelle française qui fait ça, qui sait faire ça, quoi, à grande échelle. Mais qui est en panne aujourd'hui, qui est saturé en fait, parce que dans cette logique du millefeuille, on est sur une logique de croissance. Et comme les budgets sont verrouillés depuis maintenant quelques années, une croissance à budget verrouillé, ça ne marche pas. Donc on est dans des effets de compression qui sont très douloureux pour les acteurs, parce qu'en pratique, ça veut dire que l'essentiel du budget est captif du fonctionnement. Il n'y a plus d'espace pour faire de la politique, plus du tout, pour essayer des nouveaux trucs. Il reste 5% au sein des institutions culturelles, financées par l'argent public, il reste ça pour faire... Voilà. Nos lieux n'ont pas fait ce choix-là, donc Friche, ce n'est pas un label du tout. Nouveau Territoire de l'Art, c'est une appellation qui a vécu, de politique publique qui s'est essoufflée du coup, hein, puisque justement c'était pas un label, que c'est pas rentré dans une logique de filière. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette question de nommer ces pratiques. Le premier mouvement de la génération d'avant des acteurs, j'ai envie de dire, des années 2000, hein, ça a été de dire on se nomme pas, on se tient fermement à nos singularités. Et on fait des listes à la Prévert, Fabrique, Squat, Collectif, etc. On s'en fout. On ne veut surtout pas se nommer parce que sinon on va être réduit. Il faut défendre la singularité de ces expériences. Le défaut de cette approche-là, c'est qu'elle a produit une forme d'anomie. C'est-à-dire que l'État, du coup, ne les voit pas. Cette absence de visibilité se traduit par une absence de prise en compte. Et du coup, par un traitement extrêmement inégalitaire sur le territoire de ces pratiques. Or, ces pratiques, en même temps qu'elle produisait en quelque sorte, ou qu'elle maintenait en tout cas cette invisibilité dans leur rapport à la puissance publique, elles se sont développées, elles ont essaimé sur tout le territoire. On peut même dire que c'est un phénomène culturel, c'est-à-dire au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire au sens c'est une manière de faire qui s'est développée dans la société.
avoir un rapport à la culture qui passe pas par d'emblée une consommation, hein, mais qui se fasse depuis une pratique partagée, un peu comme on a des nouvelles manières de se nourrir et d'aller chercher une alimentation au plus près de la production et en échangeant avec le producteur, en mettant soi-même la main à la pâte. Finalement, c'est les mêmes types de mouvements. C'est des mouvements sociaux profonds qu'on ne va pas arrêter, bien sûr. Mais c'est des mouvements qui posent la question qui posent des questions fortes aux institutions. Parce que un espace de liberté en fait, des citoyens enfin, au sein de ces lieux-là, la co-construction. Oui. C'est ça. Son rapport, quoi, que ce soit. Ça participe des nouvelles exigences démocratiques. Profondément. Profondément, ces lieux, ils sont dans cette histoire de l'émergence de nouvelles exigences démocratiques qui ne s'en tiennent pas à simplement la construction de la représentation politique, mais qui se déplacent aussi dans le champ économique et dans la vie sociale au quotidien. Les gens ne veulent plus simplement, comment dire, que leur activité démocratique ou politique se tienne dans l'espace étroit des scénarios électoraux. D'une case. Non, c'est pas possible. Ouais. Justement, tu parles de singularité des lieux, donc j'ai bien compris en fait que c'est la singularité des lieux qui a fait émerger en fait une représentation propre à chacun de ce qu'est une friche. Qu'il y a une mise en commun autour de ça, en tout cas en termes d'expérience, chacun sur les territoires et sur les individus qui la composent. Qu'est-ce qui fait la singularité de la friche Lamartine ? Ah, ça c'est intéressant comme discussion. Alors, je vais répondre un peu à l'envers. C'est que, parce que du coup, au sein d'Art Factories autre part, donc de cette plateforme de réflexion, on a beaucoup débattu de ces questions-là, de nos singularités respectives. On a beaucoup travaillé ça, d'ailleurs, à partir de la mise en récit, c'est-à-dire chacun fait le récit de son expérience pour faire valoir ses singularités, et sans chercher à faire des modèles, mais en les partageant, à créer, disons, une montée en latéralité, plus qu'une montée en généralité, hein, qui permettent de créer de l'espace de débat. Et en fait, ce qu'on a fini par penser autour de ça, c'est que plus que l'addition des singularités, ce qui était passionnant, c'était la multiplicité. De penser le multiple dans cette expérience, plus que le singulier. Le singulier a sa place, en fait, dans la multiplicité. Et depuis une logique du multiple, qui est celle de la multiplication, en fait, de la multiplication des pratiques et de l'itération. Donc, pour revenir à Lamartine, si on veut penser la singularité de Lamartine, en fait, il faut commencer par penser les multiplicités qui la composent. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs en ça que ce genre de pratique d'espace se distingue fondamentalement des institutions culturelles telles qu'on les connaît. Hein. C'est cette manière de se faire depuis le multiple, et dans une logique dans laquelle ce qui est reproduit n'est jamais le même. Hein. Chaque répétition fait d'un modèle à l'autre, en fait, on aura... Oui, et même sur place, même dans la logique de développement du lieu, on voit comment... En se reproduisant, ça mute. Par exemple, cet espace dans lequel on est, là, le kinétoscope, aujourd'hui, c'est un processus de transformation. C'était un espace théâtre occupé par la compagnie Divart initialement. C'est maintenant un lieu de pratique vidéo, et la vidéo arrive tardivement dans l'identité de Lamartine. En pratique, ça fait partie des choses qui ont changé, mais qui ont changé... En fait, il y a, à mon sens, il y a une mutation, en fait, à cet endroit. Voilà. C'est-à-dire, et c'est aussi là où je vais retrouver, moi, l'intérêt d'une friche artistique, c'est que c'est la promiscuité, en fait, des individus qui composent cette friche-là, qui va faire émerger il y a quelque chose d'autre qui va émerger, en fait, à travers ces rencontres. Alors, et que du coup, en fait, les lieux, en fait, qui ont été au départ pensés d'une certaine façon, vont aussi muter en fonction des besoins, des rencontres et des mises en commun en termes de compétences et de besoins, quoi. C'est ça. Pour penser ça, il faut penser le rapport à l'usage et le rapport à l'espace, et les corps en présence dans ces espaces. Et la façon dont les usages sont capables de transformer les espaces. Et cette capacité de transformation des usages dépasse la capacité de transformation des usagers. Les usages se constituent comme sujets, comme acteurs, par-delà les usagers qui les composent. Un usage, c'est la multiplication de différents usagers. C'est un chemin, c'est plus que les gens qui le parcourent. Mais c'est produit uniquement depuis le fait que tous les gens le parcourent. Un chemin de chèvre dans une montagne, c'est parce qu'il y a beaucoup de chèvres qui sont passées par là, n'appartient à aucune des chèvres qui l'ont composé, mais le résultat du passage de la multiplication de beaucoup de chèvres, qui finit par faire chemin.
Donc c'est ça, les usages ont presque une personnalité en quelque sorte, ils ont une histoire en tout cas. Et cette histoire-là, ce sont des acteurs politiques. Ils construisent les espaces et ils produisent des... Et ça, dans le kinétoscope, l'évolution depuis Divard jusqu'au kinétoscope, ça parle de ça, de la manière dont les usages, à travers les corps des personnes qui sont là en présence, finissent par imprimer sur les lieux des fonctions et des histoires nouvelles. Et ces processus-là sont des processus qui sont très vivants, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a justement du côté des friches naturelles, de ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, la façon dont des espèces investissent des espaces, s'y succèdent, s'y propagent, quand on les laisse hors contrôle, quoi. Hein. Et donc, on retrouve cette question de la liberté. Oui. Une chose qui est fondatrice de l'expérience des friches, bien sûr, c'est que c'est des espaces de liberté, parce que c'est des espaces qui échappent à la fois à deux types d'organisation de l'espace, qui normalement quadrillent l'ensemble de l'espace social dans nos sociétés. C'est l'espace public et l'espace privé. Alors, ces lieux, parce que ce sont des interstices entre espace public et espace privé, ce sont des endroits où le rapport à l'espace est beaucoup plus libre, et où du coup l'usage peut retrouver une force normative qui d'habitude ne lui appartient plus, parce qu'elle est transférée à travers la propriété privée vers la valeur d'échange. C'est la valeur d'échange qui régit notre rapport à l'espace. Ici, dans une friche artistique? Non, pas du tout, dans l'espace social. C'est la valeur d'échange. Alors que dans une friche artistique, c'est l'usage. Et c'est très différent. La valeur d'échange, c'est le marché, c'est le capital. Et si c'est la valeur d'échange qui régit l'espace, c'est à travers l'institution de la propriété privée. Ce que les friches font, c'est qu'elles créent une sorte de parapluie qui permet d'adoucir l'emprise de la propriété privée sur le rapport à l'espace. Et du coup, de redonner du souffle, de la puissance d'agir à l'usage. Et du coup, de laisser l'usage travailler l'espace, depuis sa propre rationalité, qui n'est pas celle de la valeur d'échange. Ça, c'est des choses on va en parler dans le modèle économique, mais qu'on peut analyser très précisément, et qui font que ces pratiques se rattachent au mouvement des communs, de façon générale. Cette question du mouvement des communs. Mais d'ailleurs, on peut en parler, ce modèle économique, c'est-à-dire qui s'est construit en fait, à l'usage en fait, de ce lieu, qui est la Martine. On peut en parler. Oui. Sur quel modèle de gouvernance, par exemple, on est actuellement dans la friche Lamartine? Voilà. Alors maintenant, effectivement, on peut parler plus précisément de la friche Lamartine et de son histoire spécifique, peut-être, à ces endroits-là. Enfin, spécifique, mais pas sans rattachement à beaucoup d'autres histoires. J'ai toujours ce point de vue maintenant, qui est celui du coordinateur d'un réseau national de friches qui ont ces pratiques d'espace. Je vois beaucoup de... Par exemple, est-ce que nous, notre modèle, par exemple, qui est plutôt sur une forme collégiale, c'est-à-dire avec un bureau collégial composé de 6 personnes qui vont prendre une décision et qui vont parler d'une voix, en fait, est-ce que ça, c'est des choses qui, dans l'expérience commune que les autres friches ont, est-ce que ce modèle-là est plutôt généralisé à cet endroit-là, ou est-ce qu'on est sur des choses peut-être plus verticales, comme président-trésorier, sur d'autres friches artistiques? Ou est-ce que ce modèle-là de gouvernance, en fait, fait consensus auprès de tous les gens qui expérimentent en fait, ces espaces qui sont des friches? Sans dire que ça fait consensus, en tout cas, c'est un modèle... qui revient. Oui, c'est un modèle qui revient souvent, qui est vraiment récurrent. Est-ce que c'est quoi? C'est pour expérimenter autre chose? Est-ce que c'est pour... Ah, mais c'est très lié à cette question des communs. Alors, on revient à cette question-là. En fait, la plupart de ces lieux, mais pas tous, mais la plupart de ces lieux sont structurés sur le modèle associatif. C'est quand même la forme la plus simple. Il y a aussi quelques exemples de sociétés coopératives, mais c'est finalement assez minoritaire. Comme des SCOP, par exemple? Ou des SIC. D'accord. SCOP ou SCIC, oui. Mais qui font rentrer de fait dans
comment dire, dans un fonctionnement en fait, juridique, par exemple, différent en fait, que par Oui. rapport à une association. Par Ah exemple. oui, ça change effectivement le modèle. Le rapport enfin pas de force, ou en tout cas les notions de pouvoir que peuvent se jouer dans un collectif, en fait, n'est pas le même. C'est On est ça. bien d'accord. Tout à fait. Ça change beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi des questions d'échelle. Pour monter une SCOP ou une SCIC, il faut un poids économique solide. Il y a une capacité des acteurs à investir pour constituer le capital, parce que c'est une société. Même si c'est une société coopérative, c'est une société, il lui faut un capital. Ça change du coup effectivement beaucoup de choses et ça crée des enjeux de pouvoir très forts. Donc c'est des aventures qui ne sont pas simples à mener. C'est pour ça que le modèle associatif est beaucoup plus répandu, mais vraiment beaucoup plus. Oui, par facilité aussi, j'imagine. Oui, enfin, voilà. Et avec cette problématique qui est importante dans le secteur culturel, on connaît bien que le modèle associatif n'est pas parfaitement adapté à l'agencement des acteurs. Notamment l'exigence d'un équilibre entre une dynamique salariale et une dynamique bénévole, qui fait le modèle associatif. Et cette balance-là, de par la nature des types d'engagement dans le secteur culturel, elle n'est pas évidente à trouver. Donc on a beaucoup de structures culturelles qui utilisent le modèle associatif un peu comme une coquille vide, en fait, mais ne le vivent pas vraiment. Dans nos pratiques d'espace, cette question de l'association, elle est quand même très importante parce qu'elle est constitutive du rapport à l'espace. Il s'agit bien de trouver une façon de faire ensemble. Et du coup, habiter le modèle associatif, c'est un vrai enjeu. En même temps, le modèle associatif standard, avec sa structure conseil d'administration, bureau, et dans le bureau, secrétaire, trésorier et président, c'est une organisation qui renvoie à un modèle très hiérarchique. Même si, en théorie, c'est quand même bon de le rappeler, dans tous les cas, dans une association, la prise de décision appartient à l'Assemblée et non pas au président, qui est là juste pour garantir la mise en œuvre. Ça veut dire que l'AG est souveraine. Oui, c'est la théorie. Évidemment, en pratique, on voit bien que la plupart des associations ne fonctionnent pas comme ça. Mais la théorie, elle est là quand même. Alors, c'est très important de le rappeler. Donc, du fait de la nature en fait, de ce mode de gouvernance, en fait, même si par moment, en fait, cette notion-là est un peu déjouée, en fait, parce qu'il faut faire fonctionner aussi l'association, le fait de dire que cette AG est souveraine, en fait, ça sauvegarde quand même une certaine forme de prise de décision commune, en fait, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, une forme d'équité, en fait, entre tous les membres. Oui, ça manifeste un désir d'horizontalité qui n'est pas nouveau en politique, mais qui trouve une manière particulière de s'incarner, à mon avis, dans les friches, dans les pratiques d'espace, et qui est liée au fait que, à travers cette question de l'usage, ce qui se construit, c'est de façon empirique, c'est indépendamment de la manière dont on se structure, indépendamment de la forme associative ou société coopérative ou n'importe quelle autre forme que ce soit d'ailleurs, ou pas de forme du tout, ou un simple titre de propriété privée, ou un arrangement entre copains, enfin, c'est des modèles qui, peu importe, ce qui est très important, ce qui est plus structurant fondamentalement de ces expériences, c'est qu'on retrouve du coup en commun, ce qui fait que du coup, souvent il y a de la collégialité, ou en tout cas, c'est l'idée de l'auto-organisation. Ça, c'est fondamental. C'est depuis l'usage que la communauté produit elle-même les règles qui déterminent la vie du lieu. Et cette souveraineté qu'exerce la communauté sur les règles qui organisent l'usage du lieu, c'est en fait un droit de gestion qui est exercé en commun. Et il se fonde de façon empirique dans les usages. Avant même que ce soit quelque chose d'objectivé dans des discussions et des votes et des prises de décision, d'écriture de règlement, etc., c'est d'abord une façon de vivre un espace au quotidien à plusieurs et de s'entendre éventuellement dans des rapports de force. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de pacifié. Mais on retrouve ce lien profond entre la notion de droit et la notion de rapport de force, qui est en fait le secret de polichinelle de la question du droit. Je veux dire. À la fin, le droit, c'est toujours fondé sur la possibilité du recours à la force, bien sûr. Une petite question après, on passera au relogement parce qu'il ne nous reste plus qu'à peine 20 minutes. En fait, on l'a plus ou moins évoqué, en fait, c'est que
Donc ce rapport-là, en fait, à une friche, en fait, avec son mode de fonctionnement autogéré. En tout cas, avec un recherche de modèle qui n'est pas empirique, enfin pas hiérarchique, pas toutes ces choses-là. Comment est-ce que, et qui est composé essentiellement d'artistes, voire à 90%, comment tu penses en fait qu'une organisation, un collectif, enfin en tout cas un bâti comme celui de la Friche Lamartine, en fait, vient impacter l'artiste dans sa création, purement sur... Enfin voilà, qu'est-ce qui différencie par exemple un artiste qui va travailler chez lui, en fait, qui va avoir cette notion de propriété, il est chez lui, toutes ces choses-là, et un artiste qui viendrait à la Friche Lamartine en tant que membre permanent parce qu'il a son atelier, comment en fait tout ce qui se joue à l'intérieur d'une friche artistique vient l'impacter sur son parcours artistique? C'est une question fondamentale, c'est une question difficile, il y a beaucoup de façons de la traiter. Je vais partir de mon expérience à moi en tant qu'artiste pour le coup. J'en ai pas trop parlé, mais je suis musicien. J'ai une formation de pianiste, de compositeur et liée à la musique contemporaine. Quand j'arrive sur ma première expérience de friche, à la Friche RVI, je suis encore frais et moulu du conservatoire, de mes études. J'ai une insatisfaction par rapport à, disons, au milieu de la musique contemporaine, aux institutions qui le produisent, à l'enfermement social qui va avec, l'absence de public, le rapport très compliqué en tout cas à cette question du public dans les festivals de musique contemporaine où je vais. Le public, c'est des compositeurs et des musiciens qui jouent la musique, eux aussi qui est sur scène, et puis des critiques et quelques spécialistes, et puis pas grand-chose de plus. Et cet enfermement-là du tout petit milieu, très courant dans le monde de l'art contemporain, correspond plus largement à, disons, une société disciplinaire où tout le monde peut faire ce qu'il veut pourvu qu'il le fasse à l'endroit où il se tient, et qui s'en tienne aux assignations de place. C'est une réplique, un modèle, voilà. Enfin en tout cas une... Oui, c'est ça. C'est le modèle de l'organisation, disons, de la liberté dans une démocratie libérale. On est libre pourvu qu'on se tienne à sa place, d'une certaine façon. Et il y a une place pour tout le monde. Ah, aucun problème. C'est sûr. Mais, et donc la friche La friche, c'est pas tout à fait ça. Et c'est là où, pour moi, ça va être quelque chose qui va transformer profondément ma pratique et libérer beaucoup de choses. J'avais déjà une aspiration profonde dans mon travail, dans mon rapport à ma pratique, à mon média, à mon support, une aspiration à aller à la frontière, à aller chercher. Et je crois que ça, c'est très important dans tous les arts, dans toutes les pratiques artistiques. On est toujours, pour trouver de l'espace de liberté, de l'espace de création, à chercher les frontières de son histoire, de l'histoire de sa discipline, à les renouveler. C'est à cet endroit-là qu'il est possible d'avoir un peu de ciel dégagé au-dessus de sa tête, sinon le reste est occupé par des arbres si grands. Dans ce que tu es en train de dire, c'est que du coup l'expérience que tu fais de la friche, en fait, du lieu, du bâti, toutes ces choses-là, est-ce que ça vient te repousser dans ta réflexion aussi, dans ta pratique artistique? Ça va m'ouvrir, ça va m'ouvrir des espaces au sein de cette pratique, parce que c'est des choses très concrètes, hein. C'est-à-dire, je vais côtoyer à la Friche RVI, au sein du collectif Abiabo, qui est un collectif d'artistes interdisciplinaires, je vais côtoyer des plasticiens, des poètes, des danseurs, des gens de théâtre. Et c'est pas qu'on va avoir des projets ensemble, c'est même pas ça. On va voir des pratiques d'espace qui se croisent. On va avoir il y a un champ des possibles que tu entrevois, quoi. Enfin, Oui, puis ça crée des situations. Alors il y a des situations dans lesquelles je vais voir un plasticien s'emparer d'un cadavre de piano et tirer sur une corde depuis une démarche plastique. Et en fait, il va le faire autrement que moi je l'aurais jamais fait. Il va écouter le son d'un point de vue complètement différent. Son expérience est différente de ça, mais quand je le vois la faire, cette expérience, elle devient la mienne. Et à partir de là, je déplace depuis ce rapport très pratique, mais pas de façon, pas conceptuelle, pas dans un rapport à l'œuvre, mais dans un rapport à l'espace directement. Un rapport physique. Un rapport physique, au corps. Et vraiment, on revient à cette question. Je crois que
la grande chose que rend possible ces lieux, et en tant que tel, ils s'inscrivent vraiment dans l'histoire de l'art contemporain, je crois, c'est un déplacement du rapport à l'œuvre qui est structurant de l'histoire de l'art au XXe siècle, un déplacement du rapport à l'œuvre vers le rapport à l'espace. Et du coup, une déconstruction de deux choses. C'est d'une part ce qui fait œuvre, dans son unité, dans son achèvement, etc., qui est héritier du XIXe siècle encore, même si elle a été contestée au XXe siècle de façon un peu radicale. Là, il ne s'agit pas de refuser l'œuvre, il s'agit de déconstruire, oui, c'est-à-dire d'en déplacer un peu les traits, de la déployer, de la disperser un petit peu, dans quelque chose qui est de l'ordre du rapport à l'espace et du rapport, et qui va aussi du coup faire bouger la question du rapport au public. L'œuvre, c'est ce qui fait interface et séparation du coup entre l'artiste et son public. Qui fait tiers. Ouais, voilà, qui fait tiers. Et dans les friches, en fait, c'est le lieu lui-même qui devient le tiers, dans ce rapport entre l'artiste et son public, et qui du coup réouvre cet espace de façon extrêmement libre. Alors, on peut se réinventer en permanence de la position d'artiste, de la position de public dans ces espaces-là. On y vient, on n'est pas obligé de s'y déterminer tout de suite, et du coup on peut jouer ça, on peut rejouer ça dans tous les sens. On peut le rejouer très simplement comme on peut rejouer la façon dont on place les chaises dans une pièce comme celle-là. Parce qu'il n'y a pas l'écriture de l'espace arrêté qu'on a dans un théâtre ou dans un musée. Il n'y a pas du déterminisme en fait sur un lieu, enfin sur un espace. Oui, mais qui produit des corps, qui produit des positions, qui produit des rôles. Hein, c'est ça, mais on n'est pas dans une salle où on va dire ça c'est la salle musique, ça c'est la salle... Enfin, on peut reconstruire ces choses-là et donc du coup faire de la transversalité en fait avec d'autres pratiques, d'autres disciplines qui ne sont pas les nôtres par exemple. Tout à fait, on ne dit pas ici c'est la salle vidéo, on dit c'est le kinétoscope, au-dessus on dit c'est la sacristie. La sacristie c'est pas une sacristie, on va prier, en fait c'est un lieu de répétition qui est utilisé par des pratiques... Et en fait, si on essaye de le qualifier, on voit bien que c'est assez hybride et que ça change au fil du temps. Et juste à côté, il y a quelque chose qui est aujourd'hui une cuisine, mais qui sert aussi éventuellement de salle de concert. Qui était avant un stockage. Voilà. Et ce sont c'est comme dans le vivant, c'est-à-dire ce sont des individus, ces espaces. C'est des individualités, elles ont des noms. Elles ont une histoire à elles, et en même temps, elles appartiennent à une espèce, à un genre, et bien sûr, elles entretiennent des rapports avec tout ça. Mais on a ce degré de personnalisation des espaces qui fait que ça c'est des traits qui appartiennent à l'œuvre. Et on voit bien que là, c'est des traits que l'espace hérite du rapport à l'œuvre qu'entretiennent les artistes. Et donc, à cet endroit-là, il y a quelque chose de très intéressant qui est que quelque chose du rapport à l'œuvre des artistes individuels se déplace de manière collective sur le rapport au lieu. Donc, on peut dire dans ce sens-là que les friches sont des œuvres collectives. Et c'est la première grande réalisation de ces histoires-là du point de vue artistique. C'est de considérer vraiment ça, ces lieux, comme des œuvres. Et malheureusement, comme elles sont souvent précaires, elles disparaissent parfois sans laisser de traces. Et ça, c'est une des grandes attentions qui demande à être portée du point de vue esthétique, du point de vue proprement esthétique. Je pense que les sociologues s'intéressent beaucoup à ces histoires, parce que c'est des histoires qui convoquent beaucoup d'enjeux sociaux. Oui, et puis il y a quelque chose d'organique, ça les passionne, ça les attire. Mais on manque de l'intérêt des historiens de l'art sur ces lieux. On manque d'un travail proprement esthétique, à mon avis, une approche proprement esthétique, pour penser ce que ça joue dans l'histoire de l'art, à côté notamment de l'histoire de la performance et de l'histoire de l'art conceptuel, notamment dans cette mise en cause et dans cette évolution de la distribution entre l'œuvre, le rapport à l'œuvre, l'artiste et le public. Hein. Parce qu'on est vraiment dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, ces lieux et ce qu'on appelle la performance en général ont un rapport intime, de fait. Et aussi, cette chose qui maintenant est devenue une évidence dans l'art contemporain, c'est-à-dire l'intermédialité des pratiques, la façon dont, plus que même l'interdisciplinarité, dont les supports se mélangent dans les pratiques, dont on a du plastique au théâtre et du corps en scène dans les musées d'art contemporain et des enjeux de support dans les arts sonores. Et donc ces intermédialités qui se développent entre les pratiques artistiques, on les aborde souvent aujourd'hui depuis la technologie en disant que les technologies permettent d'hybrider les choses, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi lié à cette histoire des pratiques elles-mêmes et des espaces et des communautés et des milieux et la façon dont ils se forment aujourd'hui. Et les friches
de ce point de vue-là, ont vraiment leur rôle dans cette évolution des formes contemporaines de l'art en général. Il nous reste à peine 10 minutes. Donc alors la Friche Lamartine a démarré plus ou moins en 2010, mi-2010. On avait une convention qui courait jusqu'en 2014, qui a été renouvelée pour 4 ans. On se retrouve en 2018. On va être relogé. Donc en fait, il y a une construction qui s'est faite différente par rapport à ce qui s'est passé entre la Friche Hervéis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un autre accompagnement en fait, de la Friche Lamartine sur le prochain site. Donc on a 2 lieux qui nous sont proposés, qui sont la robinetterie dans le Lyon 3e et l'autre qui est l'espace Tissot, donc à Vèze. Qu'est-ce que tu vois comment tu envisages ce relogement? Qu'est-ce que tu en dis, toi, de ça? Et on n'a pas eu le temps, du coup, d'évoquer le processus lent d'organisation et de production de comment ça a démarré et comment on en est arrivé à là, en fait, c'est-à-dire dans la co-construction oui, avec les notamment pouvoirs publics. À la fois ça, la façon dont Lamartine s'est constitué comme interlocuteur a progressivement pris corps, en fait, et est devenu réellement un commun. Et la façon dont ce travail du commun a eu lieu à Lamartine est très important pour comprendre la situation actuelle dans le processus de relogement. Donc j'en dis quand même 2 mots. Parce que là, on en est resté à un démarrage très difficile où on est dans un espace très antagonique avec beaucoup de divisions. Et on ne voit pas beaucoup d'espaces communs. Au début, l'association Lamartine est symptomatique de ça. C'est juste une fonction régie du bâtiment entre des collectifs d'espace qui ne s'aiment pas beaucoup et qui se partagent le lieu comme ils peuvent. Et puis, il va y avoir la conquête d'un espace bureau et d'un espace de réunion. Les premiers espaces du commun à Lamartine qui vont ensuite être baptisés, c'est l'espace Weber. La salle Weber, c'est important parce que c'est le nom d'un mort. Marcel Weber, qui est un artiste plasticien qui est emporté par un cancer au début de l'occupation de la Friche Lamartine. Et donc, en sa mémoire, on donne son nom à la salle commune. Et c'est fondateur d'une communauté d'avoir des morts en commun, bien sûr. C'est très important. C'est pas des choses anecdotiques, c'est les moments où on voit apparaître quelque chose de l'ordre d'une communauté. C'est toujours ça. Tu veux parler de la sépulture pour une civilisation. Mais bien sûr. Bien sûr, ces enjeux-là, quoi. C'est des enjeux fondamentaux, on les retrouve. Il y a ça, il y a le repas qu'on fait ensemble, donc l'espace cuisine, la constitution, ça aussi, c'est des éléments fondateurs des espaces communautaires. On a un mort en commun, on a un endroit où manger en commun, et à partir de là, Lamartine, elle commence à exister comme espace du commun, évidemment. Et ça va prendre en fait quand même du temps. Mais, je dis du temps, tout dépend des échelles à laquelle on est. Par rapport au temps institutionnel de la ville, on va très vite en fait. On va beaucoup plus vite qu'eux. Très rapidement, on va leur dire, bon, on veut changer ce régime, on a cette convention différente, on veut une seule convention. On veut une seule convention, et la ville, ça lui fait peur parce que du coup, ça veut dire qu'elle a moins de contrôle sur chacun des corps qui sont présents. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur qui rassemble tout le monde et qui est donc plus fort, et il va falloir négocier avec. Et si jamais il nous dit un truc, on peut que dire oui à tout, non à tous. On ne peut plus dire oui à l'un et non à l'autre, ce qui était beaucoup plus fin pour pouvoir contrôler. Et là, on perd donc en contrôle. Donc la ville, elle a peur au début. Mais en même temps, ce processus de construction du commun à l'échelle de Lamartine va rassurer progressivement la ville parce qu'elle permet une conduite responsable sur le lieu. C'est quelque chose qu'on avait assez peu à Hervéis, qui était beaucoup plus grand et qui impliquait peut-être ne l'impliquait pas, mais en tout cas qui avait produit une division des acteurs. Il est assez difficile de s'organiser à l'échelle de 35 000 m², en tout cas beaucoup plus qu'à l'échelle de 3 000, évidemment. Donc on avait un espace qui était très sauvage et qui donc était très peu rassurant. Une des particularités de la Friche Lamartine, c'est que c'est un espace beaucoup plus domestique. Il y a, je dirais, du point de vue de cette partition, enfin, j'ai dit tout à l'heure, les communs, ça se construit entre public et privé. Ça reprend des traits un peu aux deux. Le commun Lamartine
emprunte beaucoup de traits au privé. Je dirais, s'il y a une limite de l'expérience Lamartine, elle est dans le fait qu'elle manque un peu de sa dimension espace public. Alors, je te rejoins complètement. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut aussi dire, c'est que la Friche Lamartine, en fait, ce sont des ateliers en fait, d'artistes. On n'a pas de RP. Et donc, du coup, en fait, cette impossibilité en fait, de pouvoir accueillir du public en dehors de choses très normées, enfin très ponctuelles, ça nous a manqué aussi. Et d'ailleurs, toute la réflexion autour des groupes de travail relogement qu'il y a, c'est que la prochaine friche sera dotée en fait de lieux ERP qui pourront accueillir du public. Et j'ai le sentiment, pour ma part, que ça c'est reçu par les gens comme un peu un désir qu'ils avaient depuis très longtemps et que là, du coup, ils peuvent envisager l'extérieur beaucoup plus... Enfin, c'est possible aujourd'hui de le penser. Ça ne l'était pas à une époque. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Ça fait partie, dans le processus de relogement, des faits très positifs et il n'y en a pas tant que ça, donc il faut s'y accrocher absolument. Mais je reviens juste en arrière sur ce que tu as dit. À mon avis, le fait qu'on n'ait pas eu d'espace aux normes ERP, donc établissement recevant du public, c'est-à-dire des espaces qui soient légalement autorisés à le faire, n'impliquait pas nécessairement qu'il soit impossible de le faire. À la Friche RVI, on accueillait du public sans autorisation, sans être aux normes. On n'était pas sur la même convention, le même rapport avec la ville. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est important de noter ça parce que c'est aussi quelque chose qui a été constitutif de l'expérience Lamartine, c'est aussi une décision qu'on a prise à ce propos. On a décidé de s'en tenir au terme de la convention et de respecter les règles, et ce qui a permis d'ailleurs aussi d'obtenir une confiance de la mairie qu'on n'avait pas autrement, mais d'un autre côté qui a aussi effectivement imprimé une marque profonde à la vie du collectif, le rapprochant de quelque chose de plus domestique et le privant aussi d'une... qu'une ouverture assumée au public offre, c'est la construction d'une existence publique. Et donc, c'est l'effet de puissance, l'effet de montée en puissance que te donne le fait d'avoir une multitude qui te soutient, ton public. Le Grand Zéro, par exemple, sur Lyon, une autre expérience de friche, tient depuis le début grâce à ça, c'est-à-dire au fait qu'il a un public, et un grand public, et que ce public le soutient. Et que donc, il peut s'opposer très très franchement à la ville de Lyon, il peut se moquer de Gérard Collomb dans les rues, faire des campagnes d'affichage très radicalement contestataires, et quand même obtenir des lieux pour continuer à pratiquer. Parce que ce rapport de force, il est en leur faveur. Ils sont trop importants. Ils ont une multitude qui les soutient. C'est leur public. Le rapport au public, c'est le rapport de force. Ça, c'est très important à comprendre dans un rapport politique. Alors, le problème de Lamartine, de ce point de vue-là, c'est une certaine faiblesse, qui se traduit quand même au moment du relogement par le fait qu'on se retrouve divisé sur 2 lieux, et avec une perte nette de 1000 mètres carrés encore. C'est-à-dire qu'on arrive à une taille réduite. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, il y a une intelligence qui s'est ouverte, fragile, et qui n'est pas non plus très grande, et ça va être toute la problématique du relogement, avec la mairie et la métropole, qui, eux, ont quand même, autour de cette question des friches, un intérêt qui est du type... je dirais, on ne peut pas être une grande ville et ne pas avoir sa friche, disons. Et les autres essais qu'ils ont faits pour en avoir jusqu'ici ne sont pas couronnés de succès. Les subsistances, de ce point de vue-là, c'est un échec. Ça fait quelque chose, c'est une institution culturelle, mais ce n'est pas une friche. C'était prévu pour l'être. Voilà. Donc, voilà, l'enjeu du relogement, c'est pas un enjeu qui va être réglé facilement. Et notamment, je dirais, le gros problème qui va se poser aujourd'hui, et qu'on voit bien en tout cas, c'est le problème de la préservation de la maîtrise d'usage. Je crois que c'est là-dessus que les choses vont être les plus complexes. Le débat a d'ailleurs été difficile avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage sur le processus de relogement.
La tentative d'obtenir une délégation de la maîtrise d'ouvrage et un travail participatif avec une démarche d'architecture un peu originale qui a été menée par le collectif Lamartine a été retoquée par la mairie. On est aujourd'hui revenu sur quelque chose de beaucoup plus standardisé comme processus, avec un lieu qui va être réalisé par les architectes de la ville, les architectes maison, selon des logiques normatives classiques et avec les capacités d'intervention de la puissance publique. Ils y ont mis 1,5 million, mais les 1,5 million va passer très vite dans des travaux qui n'intéressent pas forcément les acteurs, qui ne correspondent pas forcément aux usages ou qui ne vont pas leur faire forcément beaucoup de place. Et dans une réduction des mètres carrés, ça va poser problème. Donc on a cet enjeu aujourd'hui de réussir à cette transplantation des usages d'un site à un autre avec une collectivité publique qui veut de ce relogement, mais qui ne comprend pas bien le processus et le type de fonctionnement et fait la sourde oreille à cet endroit-là. Et l'impossibilité de lui signifier un simple refus de non-recevoir parce que le rapport de force de la friche Lamartine ne lui permet pas de faire ça aujourd'hui. Et donc elle est obligée d'accepter les termes du processus de relogement que la ville lui propose et de négocier à la marge des aménagements. Bon, cela dit, cette négociation à la marge, ça peut permettre de libérer suffisamment d'espace pour les acteurs, vu le type d'ingéniosité que ce type de pratique dans le rapport à l'espace est capable de mettre en œuvre. Je veux dire, cette manière d'être capable de faire beaucoup avec 3 fois rien, quoi, hein, qui est le propre du pouvoir de l'usage, en fait. Écoute Jules, on arrive à la fin de l'entretien. Je te propose une chose, c'est que je pense que là on a beaucoup déployé sur tout l'historique et de la force symbolique, de la symbolique d'une friche. Et ce qui était nécessaire et important de l'entendre. Je te propose qu'on refasse un entretien plus proche de la date du relogement, plutôt au mois de juillet, qu'on puisse clôturer ça, et au regard de tout ce qui aura été dit par tous les autres protagonistes. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, on sera plus sur le micro. Là, on a été sur le macro. En tout cas, Jules, merci. Avec plaisir. On a tous quelque chose de beau.